Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Komne, échange avec les dirigeants des compagnies Huawei et Genertic Abidjan, deux géants de la technologie et des équipements. C'était au lendemain des travaux du sommet sur la coopération Chine-Afrique. Une audience pour évoquer des pistes de renforcement des activités avec ces deux grands groupes. Reverdir le pays, des initiatives en cours, une opération de planting d'arbres vers la forêt du Banco sur 1 hectare. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe et des ministres de l'Environnement du continent ont planté plusieurs variétés de plantes. Chacun a posé 6 actes qui permettent de lutter contre la déforestation. La Côte d'Ivoire et les États-Unis renforcent la coopération militaire. Les deux pays ont tenu à Abidjan une rencontre. Ils vont réfléchir sur les programmes d'action sur les 5 années à venir. Et puis au Kenya, 21 morts selon le nouveau bilan du gouvernement ce samedi, des dizaines d'élèves introuvables. C'est le bilan de l'incendie dans un dortoir d'une école primaire. Le président William Ruto a déclaré 3 jours de deuil national. Une histoire qui remonte à 2008 à un début, évidemment, comme tout autre, avec ses difficultés. Mais aujourd'hui, c'est le rendez-vous gastronomique incontournable dans la capitale économique et aussi à l'intérieur du pays. Le Festival des Riad d'Abidjan, 17e édition ce week-end. Nous en parlons avec la promotrice de l'événement, Florence Koné, notre invitée de la page culture. Bonsoir et bienvenue, madame. Alors, c'est déjà ce soir et demain? Déjà ce soir et demain, nous donnons rendez-vous aux Ivoiriens, à tous les amoureux de la bonne chair, pour déguster une centaine de plats, une centaine de grillades proposées par nos restaurateurs. D'accord, on en parle tout à l'heure dans une trentaine de minutes dans la page culture. Il enchaîne les rencontres en marge du forum Chine-Afrique. La rencontre a pris fin hier et aujourd'hui, le vice-président de la République s'est entretenu à Abidjan avec des responsables de Huawei et Genertic. Alexis Ouedraogo. L'entretien avec le patron du groupe Huawei a porté sur des perspectives d'investissement dans les domaines des infrastructures de télécommunications, de digitalisation et de l'intelligence artificielle pour accompagner l'ambitieux programme de développement de la Côte d'Ivoire. Cheng Lei s'est réjoui de la dynamique de développement de l'économie ivoirienne et a manifesté sa volonté de renforcer ce partenariat existant. À la fin de l'entretien, il a invité le vice-président de la République à effectuer une visite de l'exposition du savoir-faire de l'entreprise et des principaux projets menés en Côte d'Ivoire. La rencontre a été l'occasion de la remise solennelle au jeune Yacouba Diakité, sorti vainqueur de la compétition 2024 des génies TIC organisée par l'entreprise en Côte d'Ivoire, de recevoir le titre d'honneur d'ambassadeur de Huawei, ainsi qu'un billet d'avion en vue de sa participation à la phase finale de la compétition. Notons qu'après ces activités, le groupe a procédé avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger à la signature d'un accord de coopération relatif à la promotion de la formation des jeunes talents dans l'éthique et en matière de transition numérique. Le dernier entretien du vice-président de la République au cours de cette journée du 7 septembre a été accordé à une délégation du groupe chinois Genertic, conduite par son président. L'objectif principal de cette rencontre était de rassurer le vice-président des bonnes avancées des formalités préliminaires à la concrétisation du projet du port sec de Ferkessédougou. Nous avons fait une présentation générale sur les activités de notre groupe Genertic. C'est surtout le membre du groupe Complan et son activité en Côte d'Ivoire, surtout la réalisation du projet de port sec. Et aussi, nous avons promis à monsieur le vice-président, nous allons faire tous nos efforts pour bien réaliser le projet de port sec, qui est très attendu par le peuple et le gouvernement ivoirien. Et deuxièmement, nous allons faire des efforts pour exploiter des activités de Genertic en Côte d'Ivoire, y compris le financement. Et avec l'audience de monsieur le vice-président, maintenant, nous avons pleine confiance sur la coopération entre Genertic et la Côte d'Ivoire. Le vice-président s'est réjoui des avancées exposées par M. Kang. Il a exhorté à la mise en œuvre rapide de ce projet qui revêt une importance capitale pour l'économie ivoirienne.
Le forum Chine-Afrique s'est donc achevé à Beijing, un autre événement clos ici à Abidjan, avec une question au cœur des préoccupations sur le continent, la réforestation. Les ministres de l'Environnement tenaient leur 10e conférence dans la capitale économique. Ils ont participé à une opération de planting d'arbres, un hectare recouvert avec plusieurs types de plantes. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a participé à cette action de lutte contre la déforestation. On le voit avec Franck Quadio. Par ce geste, Robert Begré-Mambé exprime le soutien du gouvernement à la cause environnementale, car après plusieurs jours d'intenses travaux sur la réduction de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ouverts jeudi dernier, les ministres africains de l'environnement, au lendemain de la clôture, sont sur le terrain pour s'imprégner de la réalité. Direction cet espace juste dans le parc du Banco. Au bas de ces flancs de collines menacés par l'érosion, un manteau de verdure pourrait être une solution durable. Jacques Assaouré Kona, ministre de l'Environnement, soutenu par Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, dédie donc ce parc de 1 hectare au planting. La dégradation des terres affecte tous les pays d'Afrique. Une des solutions, c'est de reboiser, c'est de planter des arbres. Nous avons voulu, au terme de cette conférence, venir ici, dans ce cadre que nous avons baptisé le jardin de l'Amsen, venir faire un planting symbolique. Et le Premier ministre a bien voulu honorer de sa présence à cette occasion. Acte symbole, le planting d'un danima par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un geste répété par toute la délégation ministérielle africaine. Chacun aura planté son arbre comme pour dire non à l'avancée du désert. Et après l'environnement, le gouvernement pense aussi au développement de l'aquaculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu une séance de travail avec la coordonnatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique. Cette nouvelle organisation compte 32 pays côtiers et la Côte d'Ivoire veut saisir toutes les opportunités pour augmenter sa production. Dangui. La Côte d'Ivoire consomme plus de 600 000 tonnes de poissons par an, alors que la production nationale est estimée à environ 150 000 tonnes. Autant dire que le pays est dépendant de l'extérieur en matière de ressources halieutiques. Le gouvernement multiplie les initiatives pour inverser cette tendance en jouant entre autres sur la promotion et le développement de l'aquaculture. La dynamique pourrait avoir un écho favorable auprès du partenariat pour la coopération atlantique, une nouvelle instance bilatérale. C'est pourquoi le ministère des Ressources animales et halieutiques a eu une séance de travail avec la coordonnatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique. La Côte d'Ivoire est vraiment un leader dans le partenariat et aussi les affaires océaniques. Je suis venue pour vraiment faire les consultations pour progresser le partenariat de la coopération atlantique et aussi notre coopération bilatérale. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir les États-Unis d'Amérique qui marquent un intérêt spécifique à interagir dans ce secteur. Ceci à travers l'ambassadrice qui est venue nous visiter sur des projets spécifiques, sur des aspects de coopération. Et il y aura certainement la formulation de projets supportés par les États-Unis, bien sûr, formulés ensemble d'accords partis. Le gouvernement mise ainsi sur les projets et initiatives portés par ce partenariat pour la coopération atlantique, regroupant 32 pays côtiers de l'Atlantique, pour endiguer sa dépendance en ressources halieutiques. Et au niveau de la défense, la coopération militaire avec les États-Unis se renforce aussi. Une réunion tenue à Abidjan pour mieux s'organiser. Les deux parties vont établir un plan de travail sur 5 ans. Le chef d'état-major général des armées a présidé la rencontre. Il a rappelé l'objectif de la montée rapide en puissance des FACI. Walter Amadou Ouattara. À cette rencontre avec l'ambassadrice Jessica Davis-Ba, représentant la partie américaine, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a dit toutes ses attentes quant aux résultats issus de ses travaux. Il s'est réjoui de la qualité de la coopération militaire bien ancienne entre les deux pays avant de rappeler les accords bilatéraux de défense conclus entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines de la formation, de l'appui technique et du transfert de compétences. Cette coopération fructueuse a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nombreux matériels et de renforcer ses capacités dans des secteurs stratégiques, notamment
dans la lutte contre les activités illicites en mer. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite réitérer, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, et de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant. Ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui avait à ses côtés le général de brigade Sean Holt du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a pour sa part réitéré les bonnes dispositions de son gouvernement à accompagner les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, lequel développement nécessite de disposer d'un climat de paix et de sécurité, tout le sens de l'appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Elle a surtout salué l'initiative de cette rencontre bipartite qui permet une planification sur le long terme, offrant ainsi une possibilité d'évaluation régulière afin d'optimiser la coopération militaire. Notre but aujourd'hui est de synchroniser les efforts de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration mutuelle. Et je suis confiant que cette planification détaillée débouchera sur les programmes de formation et d'équipement afin de répondre aux besoins réels pour une Côte d'Ivoire plus sûre et plus sécurisée. Les domaines adressés par les travaux en commission concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, le renseignement militaire, la reconnaissance, la surveillance électronique, la sécurité maritime et la cybersécurité. Une question maintenant dans ce journal. Les usagers sont-ils satisfaits des services de la fonction publique? Bientôt une enquête nationale pour le savoir. Le processus est en cours d'élaboration. Il vient d'être lancé et les résultats sont évidemment attendus pour mesurer les forces et les faiblesses. Eugène Toubé. C'est un grand projet dont s'enorgueillit déjà le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients fourniront les indicateurs de mesure dans un contexte de réforme de l'administration publique ivoirienne. Cette enquête, la première du genre dans notre pays, s'inscrit comme l'expression concrète de la volonté ferme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de soumettre notre administration publique à une évaluation rigoureuse, en accord avec la dynamique de transformation de notre nation, conformément à sa vision Côte d'Ivoire solidaire. L'OCEP, Observatoire du service public sous tutelle du ministère de la fonction publique, et l'Agence nationale de la statistique ANSAT, en qualité de partenaires techniques, sont chargés de la réalisation de cette enquête. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir mesurer d'abord la qualité de ce service-là, en interrogeant aussi bien ceux qui fournissent le service, mais aussi les usagers, clients en question, pour pouvoir répondre sur la qualité du service qui est fourni par l'État. Nous devons à cette fin prêter une oreille attentive aux voix de ceux que nous servons. Nous devons comprendre leurs préoccupations et y répondre de manière adaptée et efficace. J'invite donc l'ensemble de notre administration à contribuer avec détermination et responsabilité au succès de cette opération. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients procèdent d'une décision prise en Conseil des ministres le 24 juin 2024. Les résultats ne seront publiés qu'après leur adoption par le gouvernement. Et l'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire. Dès ce lundi, les ateliers de couture s'activent pour terminer les tenues. Les couturiers sont donc très sollicités entre nouvelles confections et ajustements de dernière minute. Il y a une sorte de course contre la montre. Ils espèrent répondre aux besoins des parents d'élèves à temps. Yves Niazali, Franck Quadio, Diamasso.
À Djamé, veille de rentrée scolaire, pour ces artisans, c'est le moment de faire de bonnes affaires. Dans les ateliers de couture règne comme un air d'effervescence. Entre les uniformes scolaires déjà prêts, les retouches de dernière minute et les créations sur mesure, les couturiers n'ont pas une minute à eux. Il y a d'autres clients qui vont attendre jusqu'à dernier moment. Bon, ça va rester au moins 2 semaines, ils vont venir passer la commande et ils devaient venir 1 mois avant ou bien 2 mois avant. Parce que le travail n'est pas facile. On travaille jour et nuit pour satisfaire les clients. Des couturiers sur les dents, tout comme les parents. Préparer les vêtements des enfants, l'exercice fait partie intégrante du rituel de rentrée. Je suis venue à Djamé pour faire les achats pour les enfants. Comme c'est la rentrée, nous nous préparons pour que la rentrée soit belle pour nos enfants, l'année académique 2024-2025. La course contre la montre continue pour que tout soit prêt à temps. La rentrée scolaire est fixée au 9 septembre et chaque détail compte au niveau des uniformes. Kaki pour les garçons et robe à carreaux pour les filles. Parlons de développement Wele Bonou dans le département de Mbayakro. Des actions de développement réalisées dans cette localité de la région de Lifou, l'électrification, le désenclavement, la construction de centres de santé. Les populations ont donc rendu hommage au président de la République. Une cérémonie en présence du ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Léon Bou. À Koueboué, village centre de la tribu Welebonou dans le département de Mbayakro, région de Lifou. Cette mobilisation pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. À l'origine, le développement impulsé à la tribu par le chef de l'État. Route, électricité, centre de santé, bref, Welebonou doit son essor au président de la République et pour le dire, l'ONG Alagué, observateur du développement, a le soutien des jeunes, femmes, cadres et chefs traditionnels. Ici, nous sommes dans le noir. Aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous avons le centre de santé. Au-delà donc de ces réalisations, Monsieur le Président a fait la promotion d'un de nos fils. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que demain, on puisse encore lui rendre le plus grand hommage. C'est-à-dire, lorsqu'il aura besoin qu'on le soutienne pour qu'il continue les œuvres, les actions qu'il est en train de mener, il faut qu'on réponde présent. Parrain de cette journée d'hommage, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara, ici représenté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement révèle que le meilleur avec le chef de l'État reste à venir et exhorte les populations au renforcement de la cohésion et de la paix, conditions du développement. Nous avons vu qu'ici, à Welebonou, il y a l'entente, il y a la cohésion entre les femmes, les jeunes, les chefs et toutes les populations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que notre pays a besoin. Vous devez continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara. Parce que s'il a commencé, il va continuer. Et la seule façon de lui dire merci, c'est d'être reconnaissant envers tous ces cadres qui sont ici, qui sont de son parti, qui sont du RHDP. Pour le ministre Amédée Kofi Kwaku, le président Alassane Ouattara demeure l'héritier de feu le président Félix Houphouët-Boigny, donc l'unique leader capable de conduire les populations vers l'épanouissement. En sport football, le Sporting Club de Gagnoa veut rapidement retrouver l'élite. À peine relégué en Ligue 2, un homme d'affaires franco-ivoirien reprend l'équipe. Tommy Tayoro Nikos, désormais président du conseil d'administration du club du Fromager. C'est l'espoir d'une nouvelle dynamique. On en parle avec Arsène Kouassi. Voici le nouveau président du conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoa. Tommy Tayoro Nikos, arrivé à Abidjan, le riche homme d'affaires franco-ivoirien et fils de la région du Gor, ne cache pas ses ambitions pour le club du Fromager. J'évolue déjà dans le football en ayant un club de football en Afrique de l'Est. Ça s'appelle l'Arta Solar 7. Je pense que nous avons fait venir des joueurs de renom comme Alain Traoré, Salomon Kalou, Alexandre Song et bien d'autres. Nous avons fait un bon travail là-bas. Et si vous cherchez à connaître mes ambitions, il n'y a qu'à regarder ce que j'ai fait là-bas à Djibouti et vous comprendrez que nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là déjà pour remonter en première division, d'accord ? Et puis
faire du bon travail avec le Sporting. À l'image des grands dirigeants européens, le nouveau boss du Sporting Club des Gagnois a déjà réussi à s'attacher les services de certains joueurs de renom, à l'image de l'ex-international burkinabé Alain Traoré. Et l'équipe de Gagnois sera entraînée par l'ancien milieu de l'Olympique de Marseille, Bernard Casoni, vainqueur de la Ligue des Champions 93. C'est une belle aventure qui s'annonce avec des objectifs très précis aussi. Donc ça me fait plaisir de venir ici en Côte d'Ivoire. C'est nouveau pour moi, mais c'est un beau challenge à relever. Conformément à la loi de 2014, où il est recommandé au club d'évoluer en société de gestion, calqué sur le modèle de la SEC Mimosa, le Sporting Club des Gagnois s'inscrit dans cette donne et vise la montée, rien que la montée dans l'élite. Mais en attendant, les adversaires des Gagnolais en Ligue 2 sont prévenus. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, 21 morts selon le nouveau bilan du gouvernement ce samedi. Des dizaines d'élèves introuvables. C'est le bilan de l'incendie dans un dortoir d'une école primaire. Les enquêteurs s'activaient à la recherche d'indices pour déterminer les circonstances du drame. Un dortoir où plus de 150 garçons dormaient. L'école qui accueille 800 élèves se trouve à environ 170 km au nord de la capitale Nairobi. Le président William Ruto a déclaré 3 jours de deuil national à compter de lundi. Et puis cette tragédie également sur l'autoroute 3, un terrible accident fait de nombreuses victimes hier vendredi aux alentours de 23h entre les villages d'Onandieka et Uregeka. Un violent accident donc impliquant un car de transport de voyageurs, un camion citerne chargé de carburant et un camion de marchandises en stationnement. Le bilan est lourd. 13 personnes calcinées, 45 personnes blessées, évacuées au CHR de Katiola et l'hôpital général de Niakara. Voici maintenant la page culture. Fin de Valetoscope 2024, cette émission des vacances de la RTI remportée par Génération FR de Koumassi et la finale Septure de Treichville. L'équipe remporte donc un foyer des jeunes offert par la marraine, la ministre de la Solidarité. Valetoscope 2024 met donc un terme aux émissions de vacances de la RTI. Et voici une bonne nouvelle. L'Abissa prend désormais une nouvelle dimension vers l'inscription de cette fête annuelle au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'Office ivoirien du patrimoine culturel a rencontré la communauté Nzima. C'était une rencontre d'échange et de recueil de consentement des Vissoyo. Tam-tam parleur. Adoua, Kété et Fonton-Front. Danse des nobles exécutée par les filles de la cour royale. Autant de rythmes traditionnels qui donnent le ton de la rencontre, d'information et de recueil de consentement des communautés Nzima dans le cadre du processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La démarche initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, représentée par l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, rencontre l'adhésion du peuple Nzima et de son roi, Aoulaye à Montanoï. C'est tout le peuple Nzima qui, d'une seule voix, donne son accord pour l'inscription de notre Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La famille dépositaire de l'Abissa, les Onvavili, donne également leur accord à travers la libation. Le consentement, un critère important dans le processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un processus qui est long. Il est long. Cette année, nous commençons le travail. L'année prochaine, nous allons continuer et certainement que nous allons le soumettre en 2026. L'une des portes ouvertes à l'OIPC pour atteindre l'objectif est celle de l'association Abissa. Elle a en charge l'organisation de l'Abissa depuis des décennies. Pour nous, l'association, c'est apporter le support intellectuel, la documentation et apporter notre savoir aussi et notre expérience pour que l'UNESCO puisse avoir toute la documentation, toutes les informations et être aussi les ambassadeurs de la communauté auprès de l'UNESCO. Démonstration de la danse Abissa
pour donner un avant-goût de la fête de fin d'année et le début du nouvel. Julien Zima Kotoko de Côte d'Ivoire. Et quand un champion nous parle, allons voir la dédicace de l'œuvre autobiographique Grand Coup, Grand Destin, une production qui retrace le parcours du taekwondoïste ivoirien, ainsi ses échecs, enfance, vie de famille, défis, victoires. Tout est noté dans cet ouvrage qui exhorte au courage et à la détermination. Serge Pacom Didi, Walter Amadou Ouattara. Le taekwondoïste ivoirien Cheikh Cissé Salah présente Grand Coup, Grand Destin, sa toute première œuvre littéraire retraçant des pans de sa vie. Grand Coup, Grand Destin est une immersion dans l'intimité, le parcours, la vie de famille, l'enfance à Boaké du récent médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutes mes victoires, les Jeux Olympiques de Rio 2016, la défaite aux Jeux Olympiques de Tokyo, comment je suis revenu pour être champion du monde et aujourd'hui avoir une médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Ça n'a pas été facile, c'est quelque chose à raconter. C'est un combattant. Si c'est une personne déterminante, il sait où il va et comment il va. Cette production littéraire autobiographique est le fruit de nombreuses réflexions destinées à inspirer la jeunesse à poursuivre ses rêves avec courage et détermination. Écrire sa biographie ou son récit de vie est extrêmement important, surtout quand on est un modèle. Cheikh est un modèle pour les jeunes. Nous souhaitons qu'il puisse donner cet exemple de courage, d'abnégation à tous les Africains. Ce qu'il fait doit servir d'exemple. Et Cheikh va faire l'école. C'est des traces et les jeunes pourront regarder, lire et lire. Médaillé d'or olympique à Rio 2016, champion du monde 2023 et 3 fois médaillé d'or 2014, 2016 et 2021 au championnat d'Afrique. Cissé Cheikh, c'est un parcours de vie attaché à des valeurs, l'amour pour la patrie, la discipline et le travail. La littérature, la commune de Cocody a récemment abrité la 7e édition de l'Atiké Tour, un événement qui vise à célébrer la gastronomie ivoirienne autour de plusieurs activités. Et il y a eu des réflexions sur la labellisation de ce mets et son importance au niveau économique. Serge Pacom Didi, Godefroy Okambawa. 7e édition de l'Atiké Tour. Une rencontre autour de cette semoule de manioc fermenté, denrée spécifique au peuple lagunais mais très prisée en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, ces experts et acteurs de la filière mènent des réflexions sur la labellisation de l'Atiké et ses perspectives de développement. Il était important que les différents peuples lagunaires, même en dehors du cadre des lagunes, parce que nous savons que l'Atiké a été labellisé sous la dénomination Atiké des lagunes, mais l'Atiké est protégé pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc que ces chefs, même certaines coopératives, viennent pour comprendre. Atiké Tour, pour mettre en lumière l'importance économique de l'Atiké. Avec une production annuelle de plus d'1 million de tonnes, le secteur contribue à l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les communautés rurales. Aujourd'hui, il y a la labellisation. Et pour exporter et être dans le contexte de la labellisation, il faut mettre un accent sur l'hygiène, sur la propreté du matériel, de l'entourage et de tout ce qu'on fait. Compte tenu de l'utilisation non appropriée du terme Atiké dans le monde entier et qui font perdre des parts de marché à la Côte d'Ivoire, aux produits de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a instruit que donc, le terme Atiké soit également protégé et réservé à la Côte d'Ivoire. L'OIPI et ses partenaires s'y sont engagés. Les initiateurs entendent préserver et partager l'histoire riche et variée de l'Atiké depuis sa fabrication jusqu'à nos assiettes autour de la thématique « Tous ambassadeurs de l'Atiké ». On va rester en gastronomie justement pour recevoir notre invité de la page culture, la promotrice du Festival des Grillades d'Abidjan, Florence Koné. Évidemment, un plaisir de vous retrouver. Mais dites-nous, des grillades, oui, qu'on connaît, en faire un événement, on est tout de suite tenté de se demander pour montrer ou démontrer quoi? Merci, M. Kolo. Alors, le Festival des Grillades d'Abidjan est né en 2008 autour de valeurs de partage, d'amitié, de fraternité.
Et 16 ans après, ce sont ces valeurs-là qui réunissent des milliers de spectateurs, de festivaliers au Palais de la Culture chaque année. Alors les bases fondatrices de ce festival ont été posées autour d'un constat que nous avions fait à l'époque. L'Ivoirien aime manger et bien manger. Alors il est capable de parcourir des kilomètres à la recherche d'un bon maquis, d'un bon restaurant, même entre midi et 2. Et nous avons conçu cet événement autour de la gastronomie. Et donc, pourquoi les grillades? Pourquoi le barbecue? Pour nous, c'était les plats qui fédéraient le plus les Ivoiriens, sans aucune distinction de classe sociale, d'âge ou de religion. Quel que soit son âge, sa religion, son appartenance ethnique, on a toujours une grillade qu'on aime, que ce soit le poulet. Peut-être aussi avec l'avènement de ce qu'on peut appeler les street food, c'est-à-dire et effectivement, il y a un boom des street food en Côte d'Ivoire et nous avons saisi cette opportunité qui nous permet de revaloriser ce métier de braiseur. On les appelle braiseurs ici en Côte d'Ivoire et donc ils sont revalorisés, ils sont plus en confiance et derrière c'est toute une économie que nous soutenons. Et déjà l'édition 2024 c'est ce soir, c'est aujourd'hui et demain. Ça a même démarré depuis ce matin. Donc nous avons ouvert à 10h, nous refermons nos portes autour de minuit et demain matin c'est reparti pour 10h et fermeture à minuit. Alors ce sont 40 restaurateurs que nous avons sélectionnés partout en Côte d'Ivoire qui ont passé des tests de sélection avec brio, qui ont été formés à nos normes et qui vont proposer plus d'une centaine de recettes de grillades. Et donc, nous attendons à peu près 50 000 festivaliers. Alors, sur ce festival des grillades d'Abidjan, sèche pas comme Didi dans cet élément et on se retrouve juste après. Lancé en 2008, le festival des grillades est né d'un constat que les Ivoiriens aiment se retrouver pour manger et se divertir dans un cadre festif. Au fil des années, cet événement culturel et gastronomique est devenu un rendez-vous pour les Ivoiriens. Les festivaliers se retrouvent autour de leur grillade préférée à des tarifs étudiés. Plusieurs activités meublent l'événement, à savoir la journée caritative, la Grills Night, un salon de l'alimentation et des concerts d'artistes. À l'instar d'Abidjan, la ville historique de Grand Bassam accueille depuis 2022 ces grands moments de retrouvailles autour de la gastronomie. Pour cette 17e édition, le Festival des grillades d'Abidjan s'exporte à l'international. 2 destinations choisies par les organisateurs. Dakar, la capitale sénégalaise, et Paris, en France. Il faut rappeler que c'est Bassam aussi qui a accueilli la ville historique, mais ça fait 3 fois que la ville historique accueille cet événement. C'est peut-être la plus accueillante en dehors d'Abidjan. On va dire que Bassam obéit, respecte certaines règles que nous recherchons. Il faut rappeler qu'en 2012, 2013, 2014, nous étions à Yamoussoukro. Et ensuite, nous avons fait San Pedro également en 2014. Mais le modèle économique du Festival des grillades d'Abidjan, qui repose principalement sur des partenaires privés, n'est pas forcément viable pour l'intérieur du pays. Et donc, pour des raisons financières, des raisons de logistique. C'est évidemment des festivaliers que vous perdez. C'est une population qui aspire évidemment à partager ces moments. Nous avons envie d'aller à la rencontre de cette population. Il faut peut-être une petite implication des collectivités locales parce que c'est des charges, c'est des budgets qui sont assez lourds. Et il faut que les partenaires privés y trouvent un intérêt. Et donc, je pense que l'appel peut être lancé à l'endroit de nos autorités politiques, administratives. Les populations de l'intérieur réclament le Festival des grillades d'Abidjan. Alors, c'est un festival qui a quand même survécu à plusieurs crises. Je pense à celle de 2010, la crise sanitaire d'Ebola et ensuite Covid 2020. Ça vous a permis de vous réinventer puisqu'il y a eu le Festival des grillades à distance. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Tout à fait. Nous avons survécu et nous savons nous adapter aux aléas, de l'environnement. Alors, en pleine crise socio-économique, nous avons également eu une édition du Festival des grillades d'Abidjan qui a rassemblé de milliers d'Ivoiriens. Alors, concernant Ebola, face aux mesures de restriction liées à la crise,
nous avons dû nous réadapter et nous dire que quoi qu'il arrivait, nous aurions notre édition du Festival des Grillades d'Abidjan. Et donc, quand la crise vous dit qu'il ne faut pas plus de 50 personnes qui se réunissent, on se dit qu'il faut qu'on digitalise totalement l'événement. Et donc, nous sommes partis avec cette accroche qui dit « Vis ton FGA chez toi, reste chez toi, tu commandes, tu es livré ». Et ensuite, tu suis le spectacle en ligne. Et vous avez surtout impliqué ces acteurs, on va dire, de la tech food, ce qui vous ont permis justement de répondre aux besoins des clients à cette époque-là. C'est aussi une autre opportunité pour cette chaîne de valeur, notamment de la distribution. Exactement, c'est une grande opportunité pour tout le monde d'ailleurs, parce que grâce à cette digitalisation, nous multiplions les contacts. Le Palais de la Culture ayant ses limites, nos festivaliers peuvent rester chez eux et profiter du Festival des Grillades d'Abidjan. Et donc, c'est des opportunités d'affaires également pour les restaurateurs. Et c'est une bonne opportunité aussi pour les paysans, je pense aux éleveurs. Est-ce que vous avez pensé justement à quantifier en termes de tonnage ce qui a été consommé à ce festival? Nous n'avons pas les chiffres récents, mais déjà en 2016, le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui est un partenaire technique du Festival des Grillades, avait quantifié à plus d'une centaine de milliers de tonnes consommées au cours du Festival des Grillades d'Abidjan. Et donc, tout y passe, le poulet, le bovin, l'ovin, tout y passe. C'est justement fort de cette forte contribution au niveau agricole que vous avez été distingué, décoré dans l'ordre du mérite agricole ivoirien. C'est peut-être aussi des producteurs que vous invitez à regarder le festival pour avoir une idée de ce qui est fait en bout de chaîne. Effectivement, c'est toute une chaîne de valeur. Et donc, du producteur à la bouche. Il y a de nombreux métiers que nous accompagnons qui sont révélés par le Festival des Grillades d'Abidjan. Et donc, cette distinction, justement, je la dédie à tous ces producteurs, à tous ces acteurs du Festival des Grillades d'Abidjan, à tous ceux qui œuvrent, en tout cas, pour que ce festival-là ait cette renommée. 17 éditions après, parce que cette année, c'est la 17e édition. Ouais. Est-ce qu'on se dit qu'on a tout fait ou bien il y a encore des défis? Il y a de nombreux défis. Et le défi pour ce type d'événement grand public, c'est le défi du financement, le défi de la logistique également. Et donc, le modèle économique doit être repensé. Et je pense et je lance un appel à nos gouvernants pour qu'ils accompagnent ce type d'événement. Il y en a 3 majeurs en Côte d'Ivoire. Je citerai le FEMIA, je citerai Afrique Fashion et le Festival des Grillades d'Abidjan. Ces événements qui ont plus de 10 ans ou 15 ans de vie. Et donc, il faut absolument que nos gouvernants nous accompagnent pour que dans 70 ans ou dans 60 ans, on soit comme le Festival de Cannes. Voilà. Le centenaire. Exactement. Et, voilà. Et justement, ça passe aussi par l'aspect international du festival. Il y a Dakar et Paris qui sont annoncés. Mais tout à fait. Alors, vous aurez remarqué que le Festival des Grillades d'Abidjan est l'un des événements les plus copiés dans la sous-région. Si nous n'y allons pas, ils y iront à notre place. Et donc, pour cette année, nous irons à Dakar en novembre et Paris en 2025, et bien évidemment d'autres villes d'Afrique. Nous exportons à notre façon la culture ivoirienne. Nous hissons à notre façon haut le drapeau ivoirien. Et il n'y avait pas, justement, depuis le début, il n'y a pas que les grillades, il y a aussi des concerts. De grands noms sont passés sur la scène du Festival des Grillades d'Abidjan. Effectivement, par la force des choses, le Festival des Grillades d'Abidjan est devenu une place où tous les artistes rêvent de se produire. Nous avons eu au niveau national Mewé, nous avons eu Magic System, nous avons eu Fally Ipupa, Sidiki Diabaté ou Ismaël Lo. Et donc, il ne faut pas oublier également tous ces artistes débutants à qui nous offrons une plateforme d'expression et qui se révèlent un peu plus tard. Qui nous attendons cette année? Cette année, nous attendons Lil J et Suspect 84. Alors, à côté d'eux, avec tous ces artistes, il y en a des centaines, KJ Vara, DJ Mix et autres. Voilà. D'accord, alors merci, on a fait le tour sur la question. Merci Madame Florence Koné, promotrice du Festival des Grillades d'Abidjan, la 17e édition qui se tient d'ailleurs ce soir et demain au Palais de la Culture de Treichville. Merci d'être passé l'invité
de la page culture. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi au retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la récolte de l'année dépend de la période des semis. Dieu le voulant, on se retrouve demain.